Alors, je viens de lancer Illustrator et sur le Mac, ça arrive avec un panneau comme celui-ci. Ça, c'est l'application flottante, c'est-à-dire que je peux la faire passer d'un écran à l'autre. Mais vu que je n'ai qu'un seul écran, ben, ça n'a aucun intérêt. Et je vois souvent des gens qui travaillent en gardant le logiciel dans une fenêtre comme ça, malgré qu'ils ont un seul écran sous les yeux. C'est assez ennuyeux, c'est une manière de travailler qui n'est pas géniale. Alors, je vais aller, et vous allez faire aussi dans le menu Fenêtre, vous allez décocher l'option Cadre de l'application. Et là, vous retrouvez le logiciel. Plein écran, il n'est plus dans une fenêtre, c'est quand même mieux. Bon, si sur PC, on a un autre système qui permet d'office de rendre transportable sur d'autres écrans les applications. C'est les petites cases en haut à droite, mais c'est une autre histoire. Là, vous êtes sur un Mac. C'est parti, il y a des choses qui sont parties. Alors, essayez, vous voyez le menu au-dessus quand même. Allez dans le menu Fenêtre, Espace de travail. Est-ce qu'il est indiqué que vous êtes en espace de travail les indispensables? Alors, vous allez demander maintenant de réinitialiser les indispensables. Et est-ce que les palettes reviennent? Super. Alors, remarquez que j'ai remis à zéro Illustrator, mais les positions des palettes, etc. ne se remettent pas à zéro dans Illustrator. Par contre, les réglages d'outils, ils sont tous à zéro, ça c'est certain. Et donc, moi, j'ai déjà ma palette des outils en 2 colonnes, et vous pas. Bah, faites-la passer en 2 colonnes, parce que sinon, pour la suite, ça va être très difficile pour vous. Ce sera mieux en 2 colonnes, parce qu'on va avoir des échantillons couleurs plus grands. Et voilà. Alors, je vais faire passer ici l'interface en plus clair pour la démonstration, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour la projection, ce sera plus clair. Vous allez dans le menu Illustrator en haut à gauche, dans Préférences, et vous allez chercher Interface utilisateur. Et vous allez choisir ici la luminosité. Par exemple, moi je vais prendre très clair, mais vous pouvez prendre tout à fait autre chose. C'est pas un problème, vous pouvez rester avec l'interface sombre. Par contre, pour la projection, je pense que c'est beaucoup mieux que ce soit clair. Alors, on va aller sur un navigateur web maintenant, prendre des images. Donc, je pourrais commencer la formation en faisant une explication sur le tracé avec la plume. Mais on va voir qu'il est possible aussi de demander à Illustrator de générer lui-même les vecteurs au départ d'une image. Donc vous êtes dans un navigateur, vous êtes dans Google. Il faut savoir que des images sur le web, il en existe de 2 types. Les images bitmap, composées de pixels, et les images vectorielles. Mais oui, le format SVG, Scalable Vector Graphics, le format SVG, qui est utilisé pour faire des interfaces de sites web. Et c'est particulièrement intéressant parce que quand on redimensionne l'interface, eh bien, ça ne devient pas flou parce que c'est des vecteurs. Et ça s'adapte donc très bien à différentes dimensions d'écran, smartphone, tablette, etc. Donc le SVG. Bon. Ok. Alors, ça, vous n'allez pas jusque-là. Je vous montrerai juste sur Wikipédia. Et vous allez éventuellement trouver des images SVG si vous tapez SVG. Là, je vais taper public domaine entre guillemets pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. Et je vais dans la partie images. Ensuite, je fais un commande-clic sur une image. Et je vais voir ce qui se passe quand je demande afficher l'image. Est-ce qu'à la fin du nom, il est indiqué SVG? Non, ici, c'est du PNG. Donc, c'est quand même encore relativement rare. Celui-ci, je sais bien que c'est du SVG, le drapeau. Quand je demande afficher l'image, voilà, à la fin, il est indiqué que c'est un fichier de type SVG. C'est donc du vectoriel. On ne va pas le télécharger ici et l'ouvrir dans Illustrator, parce que ça, vous pourrez tester si vous voulez, mais vous remarquerez, quand vous ouvrez dans Illustrator, que les étoiles, on peut les déplacer
On peut changer leur aspect en les prenant leur vecteur. C'est du vectoriel. Donc c'est un premier type d'image qui existe donc sur le web. Et c'est du vectoriel, celui-là. Maintenant, on va prendre des images bitmap, des images pixels, et on va les rendre vectorielles dans Illustrator grâce au module de vectorisation, donc ce qu'on appelait anciennement Adobe Streamline. Et vous allez taper par exemple le mot animal, public domaine entre guillemets. Je vais chercher là dans la partie images. Et on va commencer par des images qui montrent des animaux en silhouette. Donc, après avoir tapé ceci pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser même à des fins commerciales, je vais dans outils de recherche et je vais demander type image clipart. Donc, j'ai déjà ici des silhouettes, mais je peux en avoir encore plus si je demande couleur noir. Donc, dans le filtre des résultats Google, couleur noire ici. Voilà. Alors, vous avez deux sortes d'animaux ici. Les animaux à trous et les animaux sans trous. Eh oui, vous imaginez n'importe quoi là. Mais en fait, voilà un animal sans trous. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Ne me posez pas la question de comment est-ce qu'il fait pour digérer alors. Ça n'a pas rien à voir. Quand je parle de trous, je parle des taches blanches qui sont entourées de noir. D'accord? Voilà. Comme ça, par exemple, aussi. Bon, alors, on va commencer par le cas le plus complexe, un animal à trous. Alors, est-ce qu'il faut des images de haute qualité? Mais pas nécessairement quand on vectorise. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez démarrer d'images qui ne sont pas tellement précises. Alors je vais essayer avec le singe ici. Donc, vous avez tapé ça, vous avez demandé image clipart noir, vous devriez trouver le singe aussi. Je fais un contrôle-clic sur lui, et ici je vais demander afficher l'image. C'est minuscule. Quand je fais un... Enfin, quand je dis que je fais un contrôle-clic, c'est commande-clic. J'ai l'habitude de parler à des gens qui sont sur PC, mais vous faites le switch. Vous savez que si je vous dis contrôle-clic, c'est que je veux dire en fait commande-clic, CMD-clic. Bon, ici je fais CMD+, pour agrandir. Et on voit que c'est un peu pourrache, c'est pixelisé et flou. Et il y a même de la compression JPEG visible, des espèces de grumeaux autour. Bon, c'est pas grave. Vous allez quand même faire un clic droit sur elle et l'enregistrer. Et vous allez l'enregistrer dans un dossier que vous allez créer. Et vous allez lui donner, par exemple, ce nom-là. B1C1, c'est vous, hein, Adobe Illustrator. Vous le créez dans votre dossier User. Parce que je ne suis pas certain que sur le bureau, ça va vouloir le faire, là, sur les Macs qui sont peut-être verrouillés sur le bureau. Vérifiez, mais en tout cas, vous avez un dossier utilisateur dans lequel vous avez votre nom, ou le nom Anno, si vous vous êtes connecté en anonyme sur le Mac. Ici, je vais en profiter pour renommer. Voilà. Donc voilà, tu confirmes. Échec quand on essaye d'enregistrer sur le bureau, parce que le bureau est verrouillé chez vous. Et tu t'es connecté en anonyme ou avec ton identifiant perso? Ah, et ceux qui sont en identifiant perso, vous arrivez à enregistrer sur le bureau? C'est ça, voilà. Donc... Alors ici, je renomme l'image, je l'appelle Monkey, j'aurais pu l'appeler singe, mais comme ça fait bien et intelligent de parler anglais, je mets Monkey. À vous de voir si vous voulez avoir l'air malin comme le prof, malin comme un singe. En tout cas, je laisse l'extension .jpeg. Et puis on va l'ouvrir dans Illustrator pour la vectoriser. Donc on va vectoriser cette image, mais ça fonctionnerait bien sûr aussi avec un dessin que vous faites au marqueur sur une feuille de papier blanche, et vous la photographiez ou vous la scannez, vous la récupérez dans Illustrator, ça peut être vectorisé. Bien sûr, on peut aussi dessiner directement dans Illustrator en utilisant la plume ou la plume libre. Et
en mettant une photo en arrière-plan. Attention, si c'est une photo qui n'est pas libre de droit du domaine public, si elle est sous copyright, si en superposant votre dessin à la photo, on arrive à prouver que vous avez utilisé la photo, vous avez un problème. Oui, parce que souvent, il y en a qui pensent que, tiens, je prends une photo, ben oui, il y a un copyright, mais comme je redessine par-dessus la forme de la bestiole qui est dans la photo, c'est pas grave. Eh bien si on arrive à prouver que vous avez utilisé la photo, vous avez un problème, même si vous avez fait un dessin au départ de la photo. Bon, on va dans Illustrator, et si vous faites fichier ouvrir, d'abord je vais aller voir quelques palettes ici, menu fenêtre nuancier. Ok, elle est vide. Menu fenêtre symbole, vous voyez que je détache chaque fois par le petit onglet et je regarde ce qu'il y a dedans. Menu fenêtre forme, ben voilà, on a 3 palettes qui sont vides et ces 3 palettes qui sont super importantes dans Illustrator, bien sûr. Alors ici, vous n'allez pas devenir des spécialistes de Illustrator avec le peu d'heures de formation que vous allez avoir, bien sûr, hein. C'est un démarrage. Bien. Alors, dans Illustrator, vous n'avez bien sûr pas encore ouvert d'image, vous avez le Illustrator comme moi. Vous allez faire fichier nouveau. Et là, vous voyez que dans la boîte nouveau document, on a la possibilité de démarrer de profils de documents. À ne pas confondre avec des profils couleurs, ça n'a rien à voir. C'est juste des documents de départ, des espèces de modèles. Donc, on peut ajouter les siens soi-même, si on veut. Si on est un utilisateur avancé de Illustrator, on peut faire en sorte que ses propres documents de départ se trouvent dans le menu. Mais ici, voilà, c'est ce que Illustrator propose au départ. Vous allez cliquer sur OK en prenant le document format impression. Il n'y en a pas qui me demandent c'est quoi le format qu'on va mettre? Quand on ne précise pas, c'est ce qui est déjà mis. OK. Et voilà le document qui arrive. Et du coup, vous avez la palette nuancier, symboles et formes qui se sont remplies parce que c'est réglé comme ça dans le document modèle. Parce qu'en fait, quand on demande de faire un nouveau document dans Illustrator basé sur le profil impression, c'est ce que je viens de faire, eh bien, dans le dossier de Illustrator, il y a un document qui s'appelle impression qui a été dupliqué et ouvert dans Illustrator, et c'est ça qu'on voit ici, et il s'appelle sans titre 1 pour l'instant, mais c'est une copie d'un document modèle qui se trouve dans le dossier de Illustrator. Vous n'avez pas besoin de savoir où il est, puisque vous y avez accès quand vous faites fichier nouveau. Et ce document modèle possède ces échantillons-là de couleurs, ces symboles-là, ces formes-là. Et donc, quand on est utilisateur avancé de Illustrator, on peut faire ses propres documents de départ avec ses propres couleurs dans les nuanciers, ses propres symboles, ses propres formes, etc. Et toutes les caractéristiques qu'on veut. Mais ça, vous n'allez pas aller jusque-là cette année-ci. Bon. Je vais fermer le document. D'accord? Vous laissez les palettes ouvertes, c'est intéressant. Et on va ouvrir l'image qu'on est allé chercher sur le web, l'image qui est de type JPEG d'ailleurs. Ça pourrait être du PNG aussi, du PNG avec transparence, ça pourrait même être du GIF. En tout cas, voilà, c'est une image pixel. Et vous faites fichier ouvrir. Et vous allez chercher dans votre dossier l'image JPEG. Alors voilà, ça dépend des images. Parfois, ça déborde de la page A4 verticale. Parfois, dans ce cas-ci, ça ne déborde pas. Peu importe, parce que de toute façon, dans Illustrator, on peut déborder de la page. Ça n'a pas d'importance. On peut créer en dehors de la page. Ce n'est qu'une référence visuelle, la page. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la palette des formes et la palette des symboles et la palette nuancier sont vides. C'est parce qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de vectoriel en fait, c'est juste du JPEG. Absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est parce que... Vous avez pas sélectionné de forme.
sélectionner? De forme. Absolument pas. Tu veux continuer? Parce qu'il n'y a pas de forme. C'est parce qu'on a ouvert le document de la mauvaise manière. Il s'agit d'une image JPEG. Et quand on fait fichier ouvrir dans Illustrator, c'est pour ouvrir du vectoriel. Donc on a fait une erreur. Illustrator aurait pu vous mettre, s'il était programmé comme ça, il aurait pu vous mettre un message qui vous dit « Attention, ce document n'est pas du type vectoriel, vous ne pouvez pas l'ouvrir. » Mais comme il sait que les gens font des gaffes, chez Adobe, ils ont programmé pour que, quand on ouvre une image bitmap du JPEG ici, en faisant fichier ouvrir dans Illustrator, eh bien, Illustrator crée tout seul un document pour servir de support à l'image qui est là posée au milieu. Sauf que ce document que Illustrator crée, dans ce cas-là, il n'est basé sur aucun modèle de départ, et donc ça n'est allé rechercher aucune couleur, aucune forme, aucun symbole. C'est ça l'astuce. Donc on va fermer. Si on a fait ça, c'est pour vous prouver que ce n'est pas la bonne méthode, et c'est parce que c'est une erreur vraiment habituelle. Il faut réfléchir. Vous ouvrez une image bitmap dans Photoshop. Vous faites fichier ouvrir, parce que Photoshop, sa matière première, c'est le bitmap, c'est le pixel. C'est logique. Vous voulez ouvrir du vectoriel dans Photoshop. Ben, vous ne faites pas fichier ouvrir. Vous allez d'abord créer une image bitmap et importer le vectoriel dans Photoshop. Eh bien ici on est dans Illustrator, le principe est le même. Illustrator ne travaille pas le bitmap, il peut intégrer du bitmap, mais ce n'est pas sa matière première. Sa matière première à Illustrator, c'est le vectoriel. Donc si je veux ouvrir du vectoriel dans Illustrator, je fais fichier ouvrir, mais si je veux ouvrir du bitmap dans Illustrator, je fais fichier importer après avoir créé un document Illustrator. Et c'est ce qu'on fait ici, on y va, fichier nouveau. On va créer un document Illustrator, vous faites OK. Bien. Ensuite, vous allez... ben oui, vous avez les palettes qui se remplissent puisque ça vient avec le document, avec le profil impression. Et puis vous allez faire fichier importer. Et c'est là que vous allez chercher l'image. Importer. Le curseur est chargé, c'est comme dans InDesign. Vous avez aussi des petites lignes roses qui apparaissent, les repères commentés, vous vous en occupez pas ici. Et quand vous cliquez, l'image arrive avec la dimension pré-réglée dans le fichier. Si ça ne vous plaît pas, faites annuler. Parce que parfois ce sera très grand, avec certaines images. Et on va faire donc comme dans InDesign, fichier importé. On va chercher l'image et on va forcer les dimensions en faisant un cliquer-glisser cette fois-ci. Cliquer-glisser, ça force, c'est vous qui réglez les dimensions de l'image sur la page. Ce n'est pas les dimensions pré-réglées par la personne qui l'a enregistré et qui l'a mise sur le web. Donc c'est fichier importé, cliquer-glisser. Et voilà. Alors, sur la barre de titre du document, est-ce que vous voyez qu'il est indiqué CMJN? Cyan, magenta, jaune, noir. Il s'agit donc d'une image, un document Illustrator prévu pour l'impression chez un imprimeur. Une impression chez un imprimeur avec une presse 4 couleurs qui, en réalité, sont 4 presses mises l'une après l'autre et 4 presses qui utilisent une encre différente. Donc quand on parle d'une presse 4 couleurs, il s'agit en réalité de plusieurs presses monochromes mises l'une à la suite de l'autre, comme ceci par exemple. D'accord? Avec chacune une encre différente. Là, il y en a 5 parce qu'on peut en ajouter autant qu'on veut. Si on veut ajouter des couleurs spéciales, ce qu'on appelle des pantones ou des vernis, ou etc. Donc ça peut monter assez loin, jusqu'à 12 pour des impressions de très haut de gamme, très très haut de gamme. On peut s'amuser à les empiler, à les mettre à la suite les unes des autres comme ça. Mais c'est le principe. Donc chez l'imprimeur, je ne parle pas d'une impression jet d'encre, parce que là c'est différent. Ça se passe différemment. Mais chez l'imprimeur, il faut qu'on envoie 4 canaux, cyan, magenta, jaune, noir, bien séparés, parce que physiquement, chez l'imprimeur, les presses monochromes sont séparées, et la feuille passe évidemment d'une presse à l'autre pour recevoir toutes les couleurs. On termine avec le noir, et éventuellement avec un vernis, etc. C'est le principe. Donc,
il paraît logique, quand on fait des documents qui sont destinés à l'impression, de faire des documents CMJN. Sauf que ça fait 15 ans que Adobe préconise de ne plus travailler comme ça. Adobe préconise, tiens, vous faites un document qui va servir à l'impression, ben faites-le avec des canaux rouge-vert-bleu, des canaux de lumière rouge-vert-bleu, donc des documents RVB. Pourquoi ? Parce qu'il faut le plus tard possible faire ce qu'on appelle la séparation quadrille, la transformation du RVB en CMJN, donc en CMYK. Le plus tard possible, parce que... Pourquoi ? Parce que si vous démarrez très tôt avec un document CMJN, ça veut dire que vous ne pourrez mettre dans le document que des couleurs ternes, imprimables. Les couleurs sur le papier sont des couleurs ternes, on ne peut pas mettre de couleurs vives avec le CMJN de base, je veux dire. Bien sûr, il existe des posters avec des couleurs vives, mais ça, c'est du haut de gamme. Ça, c'est justement des couleurs ajoutées Pantone. Mais avec l'impression de base chez un imprimeur, si en magenta jaune noir, d'office, quand on crée un document dans Photoshop, Illustrator, InDesign, un document CMJN, on ne sait mettre que des couleurs ternes parce que ça ne sert à rien de vous montrer que vous pouvez mettre des couleurs vives puisque à la fin, elles seront ternies. Mais justement, ça sert de pouvoir mettre des couleurs vives dans le document qui va être imprimé. Parce que le même document va peut-être servir à être affiché sur un écran, un smartphone, une tablette qui, elle, peut afficher des couleurs vives. Donc, pourquoi est-ce qu'on créerait un document dès le départ avec des couleurs ternes, alors que certains des périphériques, voire même une majorité des périphériques sur lesquels on va regarder le document, sont capables d'afficher des couleurs vives. D'accord ? Donc, voilà pourquoi Adobe préconise depuis 15 ans d'utiliser du RGB, même dans les documents qui vont être destinés à l'impression. Alors, si vous dites ça à quelqu'un qui a étudié l'infographie dans les années 80, les années 90, et qui n'a pas remis à jour ses connaissances, qui n'a pas le temps, qui s'occupe de restaurer sa maison, ou, enfin, vous voyez le genre, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ces personnes... Non, je ne veux pas devenir un master de je ne sais quoi. Ok. C'est très bien, mais sauf que ces personnes s'énervent quand vous allez leur dire, tiens, il paraît qu'on peut faire du RGB dans les documents destinés à l'impression. La personne va parfois s'énerver tout rouge, sachez-le. Donc il faut faire preuve de diplomatie et laisser tomber parfois. Parce que voilà, c'est comme ça. La technologie existe depuis le début des années 90, mais on peut dire que depuis 2000, vraiment, il faudrait que tout le monde fasse des images et des couleurs RGB dans les documents et les convertir au moment où on fait le PDF pour l'imprimeur. Et le PDF destiné à être vu sur écran, lui, va rester RVB. D'accord ? L'interface du site web va rester RVB, etc. Bon... Le document, le magazine destiné à l'impression, mais vous faites une version pour tablette. La version pour tablette aura des couleurs vives. Bon, c'est un choix parce qu'il y a aussi des gens qui préfèrent travailler dans des couleurs ternes, restreintes, pas utiliser de couleurs vives. Mais bon, c'est pas des gens qui font du manga, par exemple, ceux-là. Parce que là, c'est vraiment frustrant de faire du manga avec des couleurs ternes. Vous le savez. Bon, ici, je suis allé juste sur le site InDesign Secrets. Et vous pourrez lire ça si vous voulez. Juste en tapant ceci, c'est la première chose qu'on trouve, je pense. Et ça parle de InDesign, mais c'est la même chose dans Illustrator, puisqu'en fait, les documents Illustrator qu'on fait, on va les récupérer après dans InDesign. Alors, on va faire un petit test pour prouver ça. Voyons un peu. Vous allez supprimer l'image, parce que de toute façon, on va devoir refaire un document par la suite. Vous la sélectionnez avec la flèche noire, touche suppression pour la supprimer. Vous allez faire un rectangle, vous prenez l'outil rectangle. Voilà, je fais un rectangle ici. Il a un fond blanc et un contour noir, comme vous le voyez. Je vous rappelle que si vous avez la palette des outils en une colonne, c'est très mauvais. Mais faites-la passer en 2 colonnes, parce que sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe. Le fond doit être à l'avant-plan. Pas le contour. Vous voyez que là, je peux mettre le contour à l'avant-plan pour modifier la couleur du contour, mais ça ne m'intéresse pas. Je mets le fond à l'avant-plan. Je veux modifier la couleur du fond. Ok. Quand vous choisissez une couleur dans le nuancier, bien sûr,
ça s'applique. Alors, ne faites pas à la manière Photoshop double-cliquer sur l'échantillon, c'est extrêmement mauvais dans Illustrator et dans InDesign aussi. Il ne faut pas faire ça, parce que c'est vrai que si on double-clique sur l'échantillon de couleur là, à la manière Photoshop, on peut aller choisir une couleur, mais elle ne fera pas partie du nuancier, et c'est un problème parce que il faut que ce soit des couleurs globales. Et qu'est-ce que c'est une couleur globale? Je vous expliquerai plus tard, c'est une couleur, quand on la modifie en fait dans le nuancier, ça modifie tous les objets qui utilisent cette couleur. Et si vous créez les couleurs en double-cliquant à la manière Photoshop sur l'échantillon ici, c'est pas bon, ce ne sont pas des couleurs globales. Bon, ceci dit, pour que ce soit des couleurs globales dans Illustrator, il faut faire une petite opération en plus, mais ça c'est pour la suite, c'est plus tard. Ah, vous voyez les petites boules qui sont là? C'est les arrondis dynamiques en fait. Les petites boules. Vous pouvez les bouger si vous voulez avec la flèche. D'accord? Vous voulez n'en bouger qu'une seule? Un seul coin? Eh bien, vous prenez la flèche blanche, vous cliquez à côté du rectangle. Vous englobez un des coins, il n'y a qu'une boule qui apparaît, et vous modifiez. Vous voulez que deux coins opposés se modifient? J'annule. Avec la touche majuscule, je vais sélectionner également celui-là. J'en modifie un des deux. Les deux se modifient. Bon, ça c'est juste pour expliquer ce que sont les boules. C'est une nouveauté dans Illustrator. Au fur et à mesure de l'évolution de Illustrator, ils ont ajouté des choses qui permettent de faire des coins arrondis dynamiques. Et ça, c'est la dernière évolution. Dynamique, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est pour faire des illustrations de discothèque, ça va bouger? Pas du tout. Dynamique, ça veut dire que c'est modifiable. Ça reste modifiable. Ok, mais ça c'est hors sujet. Hein. C'est juste parce qu'on voit les petites boules et je sais que vous allez vous demander hein, qu'est-ce que c'est ces boules. Ok, mais on peut d'ailleurs ne plus les voir. Affichage, widget masquer l'angle, les boules ne sont plus visibles. Voilà. Si ça vous gêne, c'est vrai que voir des boules c'est gênant. Non, je rigole. Donc je pense que c'est depuis la version 2014 qui a ces angles dynamiques, mais le Wikipédia en anglais sur Illustrator donne une liste de toutes les nouveautés ajoutées à Illustrator et quand elles sont apparues. Donc ça, il suffirait d'aller voir sur Wikipédia pour le savoir. Bon, il n'y a que des couleurs ternes dans le nuancier pour l'instant. Il n'y a que des couleurs ternes parce qu'elles sont toutes CMJN. Forcément, c'est un document impression et c'est un nuancier CMJN. Quand on survole, les infobules vous disent qu'il s'agit de couleurs CMJN. Ok. Alors on va créer une couleur vive, parce qu'on peut, c'est comme dans InDesign, on peut mettre des couleurs RGB et des couleurs CMJN dans le même document. Par contre là, je vais faire un autre rectangle en dessous pour comparer. Voilà, je trace un nouveau rectangle. Et je vais maintenant, dans le menu de la palette nuancier, créer une nouvelle nuance. Ici, je vais indiquer que je vais faire une couleur RVB. Et je vais faire une couleur très vive, c'est-à-dire, par exemple, en mettant deux curseurs au minimum et un troisième au maximum. Et vous devriez voir que là, c'est une couleur très vive, vert vif dans mon cas. Ok. Et voilà, le vert vif est arrivé, il est là. Bon, je vais en faire une autre. Hein. Nouvelle nuance, RVB. Je vais faire du cyan cette fois-ci. Bon, c'est vrai qu'on peut augmenter deux curseurs si on veut. Et avec, voilà, deux curseurs et le troisième pas augmenté, bon, ben, c'est du cyan. C'est du mélange de lumière. Quand on mélange de lumière verte et bleue, ça fait du cyan. Bon, parce qu'on a mélangé des ondes moyennes et des ondes courtes, et ça fait des ondes moyennes courtes, et c'est perçu comme étant du cyan. Bon, ben ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, j'ai une couleur bien vive, je clique sur OK, et elle est là. Et vous devriez remarquer qu'elle est terne, parce que je suis dans un document CMJN, et d'office, quand je crée une couleur RVB, elle est rabattue, elle se ternit, pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans l'impression. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, malgré qu'Adobe préconise de travailler en RVB, se disent « je vais malgré tout travailler en CMJN » parce qu'au moins je suis certain que l'impression, ce sera bon.
Et c'est vrai que les couleurs seront ternes sur la tablette, sur le smartphone, etc. Mais si on ne fait pas des trucs manga ou des trucs qui nécessitent des couleurs vives, pourquoi pas? Je déconseille ça, mais pourquoi pas? Alors ici, donc je vais dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, et je vais demander couleur RVB. Vous allez regarder sur la barre de titre du document, le CMJN va se transformer en RVB. Voilà, on est en RVB. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les couleurs CMJN du document se transforment en RVB, ça veut dire qu'on visualise le document à travers, comme si on le voyait sur un périphérique RVB, alors que juste avant, on le visualisait tel qu'on le voyait sur un périphérique d'impression offset chez l'imprimeur. Et donc, maintenant, je vais faire un nouveau rectangle. Je vais créer une nouvelle couleur, nouvelle nuance de type RVB. Voilà. Rose vif comme ça, par exemple, en mettant le rouge et le bleu à fond et le vert au minimum. C'est pour la démonstration. Évidemment, je vais dans l'extrême. Je clique sur OK. Et vous voyez la couleur avec... elle est vive, elle est restée vive. D'ailleurs, elle dénote assez bien dans le nuancier. On a plein de couleurs ternes et on en a une qui est super vive. D'accord? Je peux en faire une autre. Enfin, vous voyez le principe, c'est que maintenant que j'ai demandé que le document soit visualisé en RVB, eh bien, on arrive à créer des couleurs très vives dans le document. Donc là, il y en a qui se rendent compte que ça fait peut-être des années qu'ils travaillent dans Illustrator, qu'ils essayent d'avoir des couleurs vives, et cette saleté de logiciel ne leur permet pas de faire des couleurs vives. Eh bien, il suffit de connaître les astuces, en fait, de comprendre ça. Ok, on va fermer le document ici sans l'enregistrer. Et on va créer un nouveau document dans Illustrator. N'allez pas trop vite. Fichier nouveau. Ici, je vais dire, tiens, je fais un document pour l'impression. Oui, ça va être imprimé. Ça va être de l'A4, ok. Je vais le mettre en horizontal, tiens, cette fois-ci. A4 horizontal. Tiens, l'autre jour, j'ai un étudiant qui me disait, mais je comprends pas, c'est quoi horizontal? Et je lui dis, mais c'est ça, ça. Et il me répond, ah oui, paysage. Ok, bon, ça c'est juste pour la petite anecdote parce qu'il y a parfois des choses bizarres. Ok, alors c'est pas tout. Non, je clique pas sur OK, je déploie les paramètres avancés ici. Et dans les paramètres avancés, je vais dire, tiens, le document va être visualisé en RVB. Attention, vous allez voir que déjà maintenant, on est en personnalisé parce que j'ai déjà changé le format. Mais là, quand je passe en RVB, j'ai en plus un petit truc là qui me dit « Ah, t'es en train de faire un truc, il faut pas. Tu ne dois pas faire ça. » Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que sur ce paramètre-là, on s'est éloigné de la description impression qui était CMJN. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait faire ça. Vous devez faire ça. C'est mieux. C'est préconisé par Adobe. Donc, on clique sur OK. On a un document qui est directement RVB. Étant donné que j'ai récupéré le nuancier dans le document de base impression, il est CMJN, mais dès que je crée des couleurs, elles seront RVB et vives. On est en train de visualiser en RVB. Bon, ceci dit, on a aussi tout un nuancier RVB qui est disponible et qui arrive quand on crée des documents pour le web. On va les chercher. Dans le bas à gauche du nuancier, vous avez la bibliothèque. Vous descendez jusque-là, jusque nuancier par défaut, et vous allez chercher le nuancier RVB de base. Il s'ouvre à côté du nuancier du document. Il n'est pas modifiable, mais dès que vous choisissez une couleur vive, elle est vue vive et elle est ajoutée au nuancier. Non, elle n'est pas ajoutée au nuancier ici. Ok, il faudra l'ajouter manuellement si on veut. En déplaçant l'échantillon de la palette des outils et en le mettant dans le nuancier. D'accord? Ça fonctionne un peu différemment de InDesign. En déplaçant l'échantillon là, par clic et glisser, vous le mettez dans le nuancier du document si vous voulez. Donc c'est des couleurs qui sont censées, pas toutes, mais c'est des couleurs qui sont censées être plus vives que celles qu'on a en CMJN. Pourquoi est-ce que les couleurs sont ternes en CMJN?
Ben parce que quand on essaye de faire des couleurs secondaires, du vert par exemple, on doit superposer du cyan et du jaune, et on perd de la luminosité. Quand on veut faire de l'orangé, on doit superposer du rouge et du jaune, on perd de la luminosité, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de couleurs bien vives en CMJN. C'est une question physique, c'est les encres, c'est la lumière. Bon, il y a des gens qui travaillent en CMJN et ils détestent le RVB. Ils comprennent juste pas que quand ils photographient ou qu'ils scannent, ça scanne en RVB et que dès le départ, ils choisissent de convertir en CMJN. Il vaut mieux convertir le plus tard possible, comme on a vu, à l'exportation du PDF pour l'impression, pour l'imprimeur. Alors, si votre impression elle est jet d'encre, vous avez intérêt à faire du RVB absolument parce que l'imprimante jet d'encre est plus performante que l'imprimante que la presse de l'imprimeur. Elle peut imprimer des couleurs vives. Et si vous envoyez du CMJN à votre imprimante jet d'encre, elle va sortir des couleurs ternes. Alors qu'elle est capable de faire plus. Elle est capable d'imprimer des couleurs vives. Donc il vaut mieux envoyer l'image RVB à l'imprimante. C'est le driver de l'imprimante qui va faire la conversion CMJN. Et vous allez avoir des couleurs vives. Évidemment, il faut faire une séparation parce qu'il y a vraiment 4 encres cyan, magenta, jaune, noir dans l'imprimante. Parfois, il y en a quand même plus. Vous avez des imprimantes avec plus de couleurs. Du orangé et du vert, ça existe. Des imprimantes 6 couleurs. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les imprimantes ici, sur les caractéristiques, la manière dont ça fonctionne, les DPI, le fait qu'il y a parfois des couleurs cyan clair, magenta clair, etc. Noir profond. Bon, tout ça devient très compliqué et c'est un peu hors propos pour un démarrage dans Illustrator. Avez-vous des questions? Ok, donc on va maintenant passer à la partie la plus importante du cours, c'est la pause. Alors, le rectangle que j'ai fait là, je le supprime. J'ai donc mon format A4 horizontal. Je peux enfoncer la touche F sur le clavier. Là, en général, il y a des étudiants qui demandent quoi? F6, F7, F8? Non, F. Il y a une touche qui s'appelle F. Et dès que vous êtes passé en plein écran, oui, si vous enfoncez plusieurs fois la touche F, ça passe au mode plein écran pour le document, puis plein écran sans les menus, puis à nouveau on revient au mode fenêtre. Donc il faut être en mode plein écran et dès que vous faites ça avec la barre d'espacement sur le clavier, vous avez la possibilité de bouger le document beaucoup plus librement sur le document, dans sa fenêtre, je veux dire, sur l'écran. Et donc Alt, roulette permet de zoomer. Voilà. Bien sûr, si vous êtes sur un Mac, vous travaillez avec une souris qui n'est pas Apple. Ils n'ont jamais réussi à faire des souris valables. Donc, travaillez avec une souris que vous ajoutez, une souris pour PC, et ce sera beaucoup mieux. Donc, là-dedans, je vais importer l'image. C'est vrai qu'on l'a déjà fait, mais on a parlé des documents. Alors, et des couleurs. Et entre-temps, on s'est débarrassé de notre document qui contenait déjà l'image du singe. Dans la boîte d'importation, fichier importé, on voit que le fichier est lié. Ça veut dire que comme avec InDesign, en permanence, Illustrator va regarder ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Et c'est excellent pour la vectorisation, il faut faire ça, parce qu'on verra quand on fera de la vectorisation couleur, qu'on va pouvoir ouvrir parallèlement à l'importation de l'image dans Illustrator, on va pouvoir l'ouvrir, cette même image, ce même fichier, dans Photoshop et le modifier dans Photoshop et que ça se répercute sur la vectorisation dans Illustrator. Parce que la vectorisation dans Illustrator, ben oui, il y a quelques paramètres, mais pas énormément. Alors en modifiant les couleurs, les contrastes dans Photoshop en parallèle, ça démultiplie les possibilités pour la vectorisation. Mais ça, c'est pour les images couleurs, c'est plus tard. Ici, on a une image noir et blanc, mais malgré tout, je vais garder évidemment l'option liée cochée. J'importe, cliquez, glisser, voilà la dimension de l'image sur ma page A4. Alors, la page A4 ici dans Illustrator est vraiment juste une référence, on peut très bien travailler en dehors et ramener le tout dans InDesign, même ce qui déborde de la page, au final on pourra le récupérer dans InDesign. C'est une référence visuelle, il faut bien vous dire qu'on pourrait s'en passer. D'ailleurs, si vous allez dans le menu Affichage, vous avez la possibilité de masquer les plans de travail. Affichage, masquer les plans de travail. Vous avez une grande surface blanche
autour, plus de dimensions. Ah oui, si on zoome fort en arrière, il y a quand même le plan de travail de Illustrator qui a des limites, hein. Mais bon. Et donc ça, il faut surtout pas travailler dans Illustrator sans prendre comme référence la page. Parce que voilà ce qui se passe. Si je zoome très fort en arrière, eh bien, je peux faire à la plume des choses, évidemment, des formes, mais elles sont immenses. Et les effets spéciaux de Illustrator vont pas bien fonctionner sur des formes qui n'ont pas une dimension normale comme ça. Si je redemande maintenant affichage, afficher les plans de travail, vous voyez que ma page A4 est là, et ma forme, elle fait peut-être combien 1,5 mètre de large. Et donc les effets spéciaux ne sont pas prévus pour travailler sur des formes aussi grandes. Là, je vais zoomer sur ma page A4, je la laisse afficher. Je zoome énormément. Je suis à 64 000% de zoom. Et évidemment, je peux aussi, de la même manière, sans problème, faire des formes dans... Sauf qu'il y a un contour et que là, ça se voit que c'est foireux. Mais sinon, s'il n'y a pas de contour, on a l'impression qu'on peut faire des formes tout à fait normalement dans Illustrator. Sauf qu'elle est hyper minuscule et que les effets spéciaux aussi, dans le cas de formes minuscules comme ça, ne fonctionneront pas bien. Là, je zoome en arrière. Voilà ma page A4. Voilà ma forme qui est là. Donc, il faut le savoir. Les pages n'ont pas d'importance dans Illustrator. Là, je supprime ma forme. Parce que, de toute façon, on va récupérer l'illustration dans InDesign et c'est là qu'on va faire le recadrage, le repositionnement sur la page. Mais malgré tout, il faut prendre comme référence la page pour ce qu'on fait. Ok, je réimporte le monkey. Maintenant que vous avez eu l'explication là-dessus, parce que oui, il y a des personnes qui utilisent Illustrator et ils se demandent pourquoi les effets spéciaux foirent, pourquoi c'est si difficile. C'est une question de zoom, quoi. Alors, vous sélectionnez l'image avec la flèche noire et on va aller voir dans la palette des calques. Donc la palette des formes, la palette RVB de base, la palette des symboles, nuanciers, tout ça, je peux m'en débarrasser pour l'instant. Et je vais aller voir la palette des calques. Menu fenêtre calque, c'est classé par ordre alphabétique. Je détache la palette des calques par son onglet. Je l'agrandis par sa petite case en bas à droite. Et je vais faire en sorte que les vignettes soient à peu près de la même taille que dans Photoshop, parce que là, pour l'instant, c'est petit. Donc je vais dans le menu de la palette des calques, dernière ligne, option de panneau, et à autre ici, je vais indiquer 80. Ok. Vous avez donc maintenant des vignettes à la manière de Photoshop, des grandes vignettes, dans la palette des calques. Bien sûr, en fonction de votre travail, vous choisissez la taille de vignette qui vous plaît. On va ouvrir la vignette du calque avec le petit triangle ici pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez que c'est un fichier lié. C'est un fichier image qui est lié. Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Eh bien, on va maintenant passer en phase de vectorisation. Ceux qui connaissent les anciennes versions de Illustrator vont aller chercher dans le menu Objet, Vectorisation, mais en réalité, il existe maintenant une palette de vectorisation, menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Alors allez dans la palette, menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Alors, dans la palette ici, le simple fait d'avoir l'image sélectionnée et d'enclencher l'aperçu va passer en mode vectorisation. Regardez à quel point les pixels sont visibles sur cette image, c'est pourri. Dès que je coche la case aperçu, ça vectorise et c'est lisse. On visualise les vecteurs. Enfin, on visualise le résultat des vecteurs, mais les vecteurs, les petits points, on ne les voit pas. Pas encore. Mais en tout cas, quand on zoome, on voit que c'est du vectoriel parce qu'il n'y a pas de pixels qui apparaissent. Plus on zoome... Donc c'est parfait. Alors bien sûr, ici, on ne va pas passer en vectorisation couleur. Ça n'a pas de sens. Ni niveau de gris, parce qu'il n'y a pas des niveaux de gris vraiment dans cette image à prendre en compte. Donc c'est une image noir et blanc, vraiment qui contenait du noir et du blanc. Alors si vous voulez voir l'image telle qu'elle était avant, vous allez pouvoir utiliser le petit œil qui est à côté de affichage dans le panneau vectorisation de l'image.
Par exemple, ici, voilà, si j'enfonce l'œil, je vois l'image telle qu'elle est réellement. Parce qu'en fait, si je vais voir dans la palette des calques, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai une vectorisation dynamique. C'est-à-dire que l'image, le fichier, est à l'intérieur de cet objet vectorisation. C'est pour ça que je vais pouvoir modifier autant de fois que je veux la vectorisation, les paramètres, et ça utilise l'image qui est à l'intérieur. Donc, l'image est à l'intérieur, et c'est ce qu'on voit quand on choisit ici. Vous pouvez aussi aller dans le menu, demander image source, et vous voyez en permanence l'image source. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais pourquoi pas? Peut-être le temps de faire les vectorisations convenablement pour placer les éléments sur la fiche, et puis après, une fois que c'est bien placé, on repasse en mode d'affichage vectorisation, et on paramètre bien la vectorisation, parce que vous avez plein de paramètres avancés, mais qui seront surtout utiles quand on fait de la vectorisation couleur. Bien, alors, je zoome sur mon image ici, j'enfonce l'œil, vous voyez que malgré que c'est une image avec une zone noire et blanche, hein, des zones noires et blanches, il y a sur le bord des pixels qui sont gris. C'est des pixels qui servent pour que les diagonales dans les images pixels soient pas trop en escalier. Donc c'est ce qu'on appelle l'anti-aliasing. C'est une astuce, malgré qu'on a une image constituée de pixels rangés en rangées et colonnes. Eh bien, on arrive à faire des diagonales qui ont l'air un peu lisses grâce au bouchage des trous de l'escalier avec des pixels gris. Bon, mais donc il y a quand même du gris là-dedans. Et c'est là que le curseur seuil va vous servir, parce que vous allez décider grâce au curseur seuil que certains pixels gris vont générer des vecteurs noirs et d'autres pixels gris vont générer des vecteurs blancs. Oui, parce que dans la vectorisation, on n'a vraiment que du noir et du blanc. Il n'y a plus de gris. Parce qu'on est en vectorisation noir et blanc. Actuellement, les gris les plus clairs que la moitié font du blanc, et ceux plus foncés que la moitié font du noir. Vous décidez qu'il en soit autrement avec le curseur seuil. Alors pour faire ça, il faut absolument regarder l'image, et c'est vous qui décidez, il n'y a pas de réglage idéal, c'est vous qui décidez quel est le meilleur réglage de seuil. Alors ça influence déjà le style de l'image. Ça influence le style de l'image, bien sûr. Mais vous verrez que plus tard, il y a un moyen d'influencer encore plus le style de l'image. Bon, ici, je veux mettre le seuil à 3, mais c'est vous qui voyez. C'est dynamique de toute façon, on peut remodifier autant de fois qu'on veut. Je pourrais même continuer sur ce document pendant 10 heures de travailler sur autre chose et revenir sur l'image, aller voir le panneau vectorisation de l'image et remodifier le seuil. C'est pas un problème, c'est dynamique. L'image à l'intérieur de l'objet vectorisation n'est pas du tout modifiée, c'est la source, elle n'est pas modifiée. Ok, je vais quand même modifier un peu le seuil parce que la queue de la bestiole en a pris un coup. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, à ce moment-ci, on va faire un double backup. Vous allez dans la palette de calque fermer le calque avec son petit triangle et vous allez dupliquer le calque, c'est-à-dire vous prenez la vignette, vous l'amenez sur l'icône du bloc de feuilles. C'est là qu'il y a des étudiants qui vont sur cette icône-là, c'est pas ça du tout, ça c'est pour faire un sous-calque. Non, ici c'est pour faire une copie du calque, c'est sur le bloc de feuilles. Et voilà, on a calque 1 copie. Le calque d'en bas, je le masque. Non, oui, je vais le masquer, mais aussi je le renomme. C'est-à-dire que j'enlève l'œil, il n'est plus visible, c'est super important. Erreur des étudiants d'habitude, ils oublient d'enlever l'œil. Je l'ai renommé backup et je vais même le verrouiller pour être certain de ne pas pouvoir travailler sur lui. Donc, c'est mon backup, c'est ma sécurité. Je vais continuer le travail sur le calque du dessus, que je renomme ici, mais c'est juste pour la démonstration, pour que vous compreniez. Bien sûr, dans la vraie vie, je ne vais pas renommer les calques comme ça. Je vais faire la copie pour faire un backup, mais je sais que celui d'en dessous, qui est verrouillé et qui n'est plus affiché, c'est le backup. Voilà, ça c'est le premier backup. Au cas où je foire la suite du travail, je pourrais revenir sur le premier calque et redémarrer de là. Ensuite, deuxième backup, j'enregistre le document.
On n'a jamais enregistré d'ailleurs ce document InDesign. Je l'enregistre et je vais l'appeler Vecto Monkey 01. Et pour être certain que je garde vraiment le document sans problème, je vais l'enregistrer même une seconde fois sous un autre nom. Alors dans les options ici Illustrator, vous cliquez sur OK. Il n'y a rien à cocher en plus que ce qui est là. Donc maintenant je fais un nouveau fichier enregistré sous et j'enregistre en 02. Et je suis donc en train de travailler sur le document 02. Ici je vais repasser plein écran, touche F. On ne voit plus le titre, c'est vrai. Mais dans le bas du menu fenêtre, on voit le nom du document de toute façon. Ça veut dire que si je fais une super gaffe ici, même que j'efface par erreur le monkey, le singe, et que j'enregistre le document sur le disque dur, j'ai toujours le 01 dans lequel le singe se trouve. Donc double backup, duplicata des calques et duplicata des documents sur le disque dur. C'est la bonne manière de fonctionner. Et bien sûr, il y a le troisième type de backup que vous devez faire, c'est régulièrement vos travaux, les mettre sur le cloud, dans un fichier non accessible par les autres. Il y a du cloud gratuit. Vous pouvez avoir 50 gigas gratuits sans problème sur le cloud. Vous backupez sur des disques durs. On ne dira jamais assez qu'il faut absolument backuper. Alors, concernant les backups, ce que je dis là est super important et valable pour tous les cours. Faites des copies. Et la bonne solution, c'est de faire une copie sur un disque dur. Et votre disque dur de copie, vous le laissez chez un ami qui n'habite pas au même endroit que vous. Et lui va laisser son disque dur à lui chez vous. Alors, là, il y en a qui sont en train de se dire, ce prof est complètement parano, il raconte n'importe quoi. Eh bien, pas du tout, parce que il faut faire des backups, il faut être fiable, il faut vraiment se prévenir de tout. Se prévenir de tout, et y compris des incendies et du vol. On a des étudiants ici qui ont fait des backups comme ils devaient. Donc, s'il y a un crash disque dur, ben c'est bien. Ils ont leur disque dur de backup avec la copie dessus. Sauf que, eh bien, en cas de vol, le voleur prend l'ordinateur et les backups et il ne reste plus rien. C'est arrivé à un photographe récemment. Il a perdu, on lui a volé chez lui une vingtaine de disques durs. Le travail de plus de 10 ans de photographie a été volé. C'est pas malin de sa part d'avoir cru que le disque dur s'est pas volé. Regardez, sur Google, je vous tape Stolen 10 Years Photo. C'est un peu n'importe quoi. C'est des mots comme ça mis l'un à la suite de l'autre. Et vous trouverez l'article. Des voleurs, des méchants, ont volé les disques durs d'un photographe qui contenait 10 ans de travail. Et voilà, donc il faut tout prévoir. Donc c'est arrivé réellement à un étudiant. Et il faut savoir que de toute façon, les disques durs, ça crache. Il y a des gens, bizarrement, qui croient qu'un disque dur est éternel. Hein. Oui, si vous ouvrez la Bible, vous avez déjà Adam et Ève qui avaient leur disque dur. Non, il ne faut pas rigoler, c'est pas éternel. Bien sûr, ça a tendance à cracher quand? Au mois de juin. Pourquoi? Parce que l'étudiant se dit, finalement, je vais quand même limiter un peu mon visionnage de séries ce mois-ci pour bosser un peu pour l'école. Donc, et l'étudiant bosse pour l'école au mois de juin, les échéances arrivant. Et il se trouve que le mois de juin est un mois chaud parce que le soleil commence à pointer. Donc, vous avez les disques durs qui surchauffent. Et au mois de juin, c'est l'hécatombe de crash disque. Donc, faites gaffe, faites des backups. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Moi, j'ai donné une formation de 30 jours à la création de magazines interactifs. Tous les jours, je disais aux stagiaires de faire un backup. Au 28e jour, un problème de connexion serveur avec Adobe, parce que quand on fait des magazines interactifs, on est en liaison permanente avec le serveur Adobe. Un problème de connexion serveur a eu lieu. Il est connu que ça fait cracher le document InDesign. Et évidemment, on m'a annoncé ça et j'ai dit « Ok, pas de problème, tu reprends le document d'hier ». Et bien sûr, vous avez deviné que la personne travaillait depuis 28 jours sur le même document sans faire de backup. Et donc, elle a tout perdu.
Bon, pas ses ressources, images, etc. Elle a quand même pu reconstruire quelque chose, mais elle a perdu beaucoup de temps inutilement. Et je dois dire que je n'ai pas trop compris pourquoi. On m'a pris pour un idiot quand je disais qu'il fallait faire des backups, mais là, je pense que la leçon, c'est le genre de leçon, on l'a une fois dans sa vie, et normalement, si on n'est pas complètement débile, on fait des backups après. Alors, je travaille sur le calque du dessus. Je vous rappelle que le calque du dessous est verrouillé et n'est pas affiché. Donc, c'est juste mon backup qui est là au cas où. Je travaille sur le calque du dessus. Et l'image qui est sélectionnée là fait partie du calque du dessus. C'est d'ailleurs ce que le petit carré ici m'indique. Et à un certain moment, bon, si je pense que la vectorisation est bonne, je vais devoir aller plus loin dans le travail et j'ai besoin de faire apparaître les vecteurs, de sortir de la vectorisation dynamique, qui est actuellement sélectionnée. Si j'ouvre le calque du dessus, on voit que c'est la vectorisation dynamique qui est sélectionnée. D'accord ? Vous savez comment on sélectionne dans Illustrator ? Peut-être pas. Alors essayez ça, cliquez avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Si dans la palette des calques, vous cliquez sur la vignette ici, ça ne sélectionne pas le travail, parce qu'on n'est pas dans Photoshop, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut réfléchir à la manière, comme dans InDesign, c'est sur la droite ici que les choses se passent. Pour sélectionner réellement l'image par la palette des calques, je dois cliquer sur la petite rondelle qui est là. Ou bien sûr, évidemment, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, cliquer avec la flèche noire sur l'image dans le document, mais c'est pas toujours facile. Parfois, on aime bien sélectionner par la palette des calques, donc on sélectionne. Donc n'importe quelle vignette est en surbrillance, peu importe, et on sélectionne par la petite cible. Bien, et on va sortir de la vectorisation dynamique, on va décomposer. Alors quand on parle de décomposer dans Illustrator, ça veut dire qu'on part d'un état dynamique modifiable vers un état où ça a été décomposé, ça a été rendu, ça a été figé. On fige les choses. Il n'y aura plus moyen de modifier les paramètres de vectorisation. Mais ça va nous permettre de faire d'autres choses, de voir les vecteurs. Alors on y va. Objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation, décomposé. À la place de vectorisation dans la palette des calques, il est indiqué maintenant groupe. Et on voit les vecteurs si vous prenez la flèche blanche et que vous cliquez à côté de l'image, puis cliquez sur le singe, vous voyez tous les petits points qui ont été créés par Illustrator. C'est du vectoriel. Et bien sûr, quand on zoome, c'est super net. C'est pas des pixels, c'est du vectoriel. Alors, quand vous sélectionnez avec la flèche noire le singe, vous voyez un cadre. Alors, ce cadre, je vais en parler plus tard. Il est surtout là maintenant parce qu'il y a des pixels, il y a des vecteurs blancs qui ont été créés. Parce que dans la vectorisation, cette fois-ci, je n'ai pas demandé d'ignorer le blanc. J'ai un singe qui était dans l'image, il était noir sur un fond blanc. J'aurais dû dire normalement que les pixels blancs ne doivent pas générer de vecteurs. Et là, ils ont généré des vecteurs. Mais vous ne le voyez pas, parce que le fond blanc autour de l'image, le fond de la page est blanc, et donc on ne voit pas qu'il y a des vecteurs blancs autour du singe. Eh bien, on va le voir ici. Vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez qu'on a réellement affaire à des vecteurs blancs qui sont là. Oui, parce que le damier de transparence qui montre ce qui est transparent dans Illustrator, ben oui, tout est transparent dans un document Illustrator, au départ. Mais ça fait mal aux yeux, ce damier, donc on évite de l'afficher en permanence. Donc c'est pour ça qu'il y a un fond blanc, mais en réalité, c'est de la transparence. Et par ce système affichage, afficher le damier de transparence, vous arrivez à visualiser la transparence. Alors, comme ça fait mal aux yeux, on va aller changer la manière dont le damier de transparence s'affiche. Vous allez dans le menu Fichier, Format de document. Ce ne sera valable que pour ce document-ci. Ça demande pas mal de boulot. Donc c'est pour ça que pour les utilisateurs avancés de Illustrator, il y a une possibilité que toutes les modifications qu'on apporte au fonctionnement d'un document se retrouvent dans le menu Nouveau document, qu'on puisse démarrer de ça. Mais ça, c'est pour les utilisateurs avancés. Donc sachez que ce qu'on va faire ici ne sera valable que pour ce document-ci, notamment modifier la manière dont le damier s'affiche. Donc dans Fichier, Format de document, grille grande, couleur moyenne,
OK, et vous avez déjà un damier plus acceptable. Je vais retourner dans Fichier, format document, et ici je vais aller choisir pour la couleur la plus claire des deux. Je vais choisir une couleur plus foncée qui va se rapprocher de celle-là. Je clique, voilà, plus foncé, fermé. Vous voyez, j'ai un damier qui est moins contrasté, ça va être encore mieux. C'est quasiment la même couleur de gris. Ne choisissez pas une couleur autre que le gris, parce que c'est vrai qu'il y a possibilité de choisir des couleurs, mais ça va influencer trop votre perception des couleurs de votre document, vos éléments. Donc il faut choisir du gris pour le damier de transparence, c'est certain, que ce soit neutre, que ça n'influence pas la perception des couleurs qu'on met sur les objets. Je vais enregistrer le document sous un nouveau nom, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Alors, on a donc à faire un groupe. Alors, si vos vignettes ne sont pas mises à jour comme les miennes, ne vous en faites pas, ça prend parfois du temps. Entre ce qu'on fait dans le document et ce qu'on voit dans la palette des calques, il y a parfois un peu de temps nécessaire pour que les vignettes soient mises à jour. Alors, on a donc à faire ici un groupe. Le groupe, je vais l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Et je vois que j'ai différentes choses. Vous devriez avoir le singe qui est noir, là. C'est un tracé transparent. Et les autres choses blanches là, ce sont des tracés, c'est du blanc. Donc ce sont les choses qui ont été faites en trop parce que quand j'ai vectorisé, je n'ai pas coché l'option ignorer le blanc. Plusieurs manières de s'en débarrasser. Vous pouvez prendre la vignette et l'amener sur la corbeille en bas de la palette des calques ou simplement cliquer sur la corbeille et l'élément disparaît. Ok. Il a disparu aussi, oui c'était ce truc là, voilà. Il a disparu, il était minuscule. Ça, c'est une solution. Vous pouvez aussi, dans le document, cliquer sur l'élément que vous voulez supprimer. Mais attention, pas avec la flèche noire, parce que la flèche noire sélectionne la totalité du groupe. Si je veux sélectionner l'intérieur du groupe, je dois prendre la flèche blanche, cliquer à côté d'abord pour désactiver, puis aller cliquer sur la forme qui m'intéresse. Donc la flèche noire, attention, va sélectionner la totalité du groupe. C'est le principe. Et donc, pour arriver à sélectionner, voilà, par exemple, j'utilise la flèche noire, la totalité du groupe est sélectionnée. Pour arriver à sélectionner une des formes, je dois cliquer avec la flèche blanche dessus, mais d'abord cliquer à côté pour désactiver, puis venir cliquer sur la forme qui m'intéresse. Touche suppression du clavier, ça supprime. Voilà. Il y a encore une autre solution qui consiste à, si vous avez des milliers de petites formes blanches qui ont été créées, ça va être un peu pénible de faire toutes les méthodes qu'on vient d'expliquer. Donc l'autre méthode, ça va être quoi ? Avec la flèche blanche, je clique à côté, je clique sur le singe, je fais commande X, donc je le coupe, je fais commande A pour tout sélectionner, touche suppression, et je colle. Je recommence pour vous répéter ça. Là, je viens d'aller en arrière. Donc avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je clique avec la flèche blanche sur le singe, il est sélectionné. Je le coupe, c'est-à-dire que je le mets dans le presse-papier. Commande X. Le presse-papier, c'est une partie de l'ordinateur pour faire du transfert d'informations. Donc il est dans le presse-papier, le singe noir. Je fais maintenant commande A, tout est sélectionné. J'enfonce la touche suppression et je vais coller. Et tant qu'à faire, je vais faire un coller sur place. Édition, coller sur place, comme ça le singe revient à l'endroit qu'il occupait tout à l'heure. Donc il a été, on vient d'aller le repêcher dans le presse-papier, on est allé le recoller sur le document. Voilà comme ça on s'est débarrassé des choses qui étaient en trop. Il faut ruser. Il faut être rusé comme un singe. Eh oui, ou malin comme un renard. Les deux fonctionnent. Enregistrez votre document sous un autre nom éventuellement. Ici, j'enregistre beaucoup sous des noms différents, mais c'est la démonstration, c'est le cours. Mais bien sûr, dans la vraie vie, je n'enregistrerai pas autant souvent sous un nom différent chaque fois que je fais le moindre truc sur le document. Par contre, toutes les 30 minutes, toutes les heures, je vais enregistrer sous un nouveau nom. Ça, c'est certain. Pour régénérer la structure XML du document, pour éviter les documents corrompus aussi. Parce qu'à force de travailler sur le même document tout le temps, il y a un risque qu'il devienne corrompu. Un document corrompu dont vous n'avez pas une copie, on peut le récupérer. Il y a des astuces sur le web. C'est parfois gratuit, mais ça ne marche pas toujours. Et donc, il y a une boîte spécialisée en Hollande. Ça coûte à peu près 500 € par document pour le récupérer. Évitez ça, c'est le prix de 5 disques durs
Voilà. Bien, alors ici, on va aller chercher un autre élément qu'on va vectoriser et on va le combiner avec le singe. Ceci dit, on aurait pu faire directement aussi l'élément, mais non, on va les vectoriser, ce sera plus simple, sinon ça va être trop compliqué. Oui, alors il faut que je vous dise aussi pourquoi ça s'appelle tracé transparent. En réalité, c'est une mauvaise traduction, ça devrait être tracé composite. Parce qu'en fait, il y a de la transparence, mais c'est des trous en fait, tout simplement. On a plusieurs vecteurs, plusieurs formes vectorielles sur le même niveau, ce qui normalement dans Illustrator ne doit pas exister. Sauf que quand on fait en sorte que ça existe, là où elles se superposent, ça fait des trous. C'est ce qu'on a ici. Là où ça se superpose, ça fait des trous. On va tester, vous allez tester ça. Alors, faites comme ça. Avec la flèche blanche, cliquez à côté du singe, il n'est pas sélectionné. Avec la flèche blanche, vous enfoncez la touche Alt. Vous avez un petit signe plus qui arrive, c'est le raccourci de la flèche blanche plus. Cliquez sur le bord d'un des trous, comme ça, voilà, vous avez cliqué, vous lâchez la touche Alt. Donc ça, c'est une astuce pour sélectionner un objet qui fait partie d'un groupe. C'est ce qu'on appelle l'outil de sélection directe progressive. En réalité, il se cache derrière la flèche blanche, là. Il est là. Mais en utilisant la flèche blanche et la touche Alt, on arrive à appeler cet outil de sélection directe progressive. Sans enfoncer aucune touche, vous prenez la forme par son bord et vous la déplacez. Et c'est là qu'il y a des étudiants qui disent « Monsieur, ça ne marche pas », sauf qu'ils ne l'ont pas pris par le bord. Et vous voyez ce qui se passe? Quand on met la forme en dehors de la silhouette, elle est complètement noire. Quand on la superpose partiellement à la silhouette, là où c'est superposé, ça devient un trou. Complètement, elle fait complètement un trou. Donc on a bien un tracé transparent. Là où les formes se superposent, ça fait des trous. Là, je vais faire CTRL-Z, commande-Z plusieurs fois, en fait. Commande-Z plusieurs fois sur le Mac pour que ça revienne au bon endroit. Voilà, c'est bien. Si vous avez fait trop de fois commande-Z, ben oui, le singe disparaît. C'est normal. Il va falloir aller en avant. Commande majuscule Z. Vous avez ça ici dans le menu édition. Annuler, c'est commande Z. Rétablir, c'est commande majuscule Z. Donc, il n'y a pas d'historique visible comme dans Photoshop. Une palette historique qui vous montre toutes les actions, mais elles sont réellement là, toutes les actions. Et on voyage dans les actions par commande Z pour aller en arrière plusieurs fois, commande majuscule Z pour revenir en avant. Alors voilà, je vais taper ceci dans Google, et toujours image clip art noir dans les outils de recherche. Et alors, on va aller chercher l'image d'un arbre, mais pas trop complexe quand même. On va aller chercher l'image d'un arbre assez simple comme celui-ci par exemple. Commande-clic. C'est un fichier PNG avec de la transparence. Je le voyais juste avant. Là. On voit le damier dans Google. Le PNG peut avoir de la transparence, mais quand on vectorise, elle ne va pas être prise en compte de toute façon. Alors, cet arbre, vous l'enregistrez sur le disque dur dans le même dossier, le fichier PNG. Bien, et on va le vectoriser. Alors, je vais fermer le calque ici et le verrouiller, et je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais amener l'image. Donc le principe va être le même que tout à l'heure, fichier importé. Je vais chercher l'image, cliquer, glisser, je passe par la palette vectorisation, je coche aperçu. Alors cette fois-ci, il faut savoir que la transparence en fait du PNG n'est pas prise en compte, ça va générer des vecteurs blancs à nouveau. Mais cette fois-ci, vous allez penser à ouvrir les paramètres avancés et aller cocher l'option ignorer le blanc. Vous voyez ce qui se passe? Le blanc ne sera pas généré, pas de vecteur blanc, quand dans les paramètres avancés de vectorisation, on coche ignorer le blanc. Le seuil peut être modifié un peu aussi si on veut. D'accord? Bon, ce qu'on voit là, la turlute qui sort de l'arbre, c'est la queue du singe en fait, qui est toujours affichée en dessous. Son calque est affiché, c'est pas grave. Enfin, on peut enlever l'œil si on veut, oui, ça peut perturber, c'est vrai.
J'enlève l'œil en face du calque du singe. Bien. Alors, tant que vous êtes dans les paramètres avancés, si vous voulez, vous pouvez jouer un peu sur les paramètres ici pour la fidélité du tracé par rapport à la photo. Donc, fidélité faible, vous voyez ce que ça nous fait, ça peut être très intéressant. C'est un outil de création graphique, la vectorisation. On peut donner un petit côté graphique aux choses qu'on vectorise. Il est probable que si vous faites un dessin d'un objet, que vous le photographiez et que vous le vectorisez, au moment de la vectorisation, vous allez pouvoir améliorer votre travail, lui donner un style un peu différent grâce à ça. On a aussi le curseur angle, voilà, qui crée plus ou moins d'angles. Le curseur bruit, qui va enlever du détail éventuellement. Bon, donc c'est à vous de positionner les 3 curseurs, et c'est assez intuitif en fait, parce qu'il n'y a pas de règle vraiment. Ok, je me dis, tiens, ça c'est pas mal. Je vais faire comme ça, parce que ça me fait une forme d'arbre qui est pas mal du tout. Ça me plaît assez bien, ça. Voilà, dès que vous avez fini, vous allez... Ne cochez pas n'importe quoi en tout cas. Hein. Les options ici, contour fond, ici mode. Ne commencez pas à chipoter en vous disant... C'est audibon ainsi. Non, ça risque de poser des problèmes. Donc, on va sortir la vectorisation une fois que c'est bon. Ah oui, je pourrais aussi garder une copie de l'arbre. C'est bonne idée, ça, un backup. Je vais renommer ça. Je vais renommer ça backup. Je vais dupliquer le backup ici, en l'amenant sur le bloc de feuilles. Celui-là, je vais l'appeler travail en cours arbre. Comme ça, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Le backup ici, c'est le backup de l'arbre, hein, évidemment. Celui-là, évidemment, l'ancien, c'est le backup du singe. Voilà, donc le backup de l'arbre et le backup du singe ne sont pas affichés et ils sont verrouillés tous les deux. Je peux réafficher le singe sur lequel je travaillais là et le déverrouiller. Donc on a l'arbre sur un calque, le singe sur un autre, affiché, pas verrouillé, et les backups sont verrouillés, pas affichés. Ok, alors tu as un problème qui est celui-ci. Tu as double-cliqué sur un objet, et dans la palette des calques, les autres ont disparu parce qu'en fait, on est passé en mode isolation. C'est une astuce pour travailler sur un objet sans que les autres puissent être modifiés. Il faut sortir du mode isolation, et ça, tout le monde peut tester. Quand vous double-cliquez sur un objet avec la flèche noire, ça passe en mode isolation. C'est une crasse pour les débutants, ce truc. Ça arrive tout le temps. Alors, je passe ici. Voilà. Alors, on va désactiver ce double-clic. Dans les préférences générales, Illustrator préférences générales, vous allez décocher ceci. Et pour passer en mode isolation, on utilisera le menu contextuel, le clic droit de la souris. Donc, dans les préférences générales, tout le monde doit faire ça. Décocher l'option cliquer 2 fois pour isoler. Parce que... Comme ça, voilà, quand vous double-cliquez, parce que c'est vrai que vous êtes nerveux, je peux comprendre, hein, c'est bientôt la pause, eh bien, ça ne passe pas en mode isolation, et tout vos calques reste visible. Voilà. Ok, il nous restait une chose à faire ici. Hein. Dans le calque du travail en cours sur l'arbre, c'est une vectorisation. Je vais la décomposer. Faire des vrais vecteurs. Objet, vectorisation, décomposé. Et voilà, on a des vrais vecteurs. Un groupe qui va contenir quoi? Bon, ben, vu que ce n'est pas un objet à trous, le tracé, ben, ça s'appelle tracé tout simplement, c'est pas un tracé transparent. Il n'y a pas plusieurs portions tracées pour faire les trous dans l'arbre. Sauf si vous avez pris un arbre à trous, évidemment. Bon, la phase de décomposition de l'arbre n'était pas vraiment nécessaire pour la suite. Mais bon, vous l'avez fait. Et vous avez de façon de backup, le backup qui contient la vectorisation au cas où il faudrait aller modifier la silhouette. C'est ça l'intérêt. Hein.
Si je dois aller remodifier les paramètres, le curseur tracé, le curseur angle, je peux redémarrer de là, de mon backup. Ok, alors je vais sélectionner le singe, ici. J'ouvre le calque du singe, le travail en cours sur le singe. Et je vais cliquer sur la petite cible, la petite rondelle ici pour le sélectionner en fait. Donc le tracé transparent du singe est sélectionné. Et je vais mettre sur lui un contour blanc. Donc dans la palette des outils, c'est la case contour qui doit être en premier plan. Comme ça. D'accord? Pas la case fond, mais la case contour qui doit être en premier plan. Là, j'ai souvent des étudiants qui se plantent et qui disent « Ok, je mets la case contour en premier plan. » Voilà, elle est en premier plan. Absolument pas! Vous avez juste inversé la couleur de fond et de contour. Non, mettre la case contour en premier plan, c'est vraiment cliquer sur elle, elle vient devant l'autre. Et je vais mettre une couleur papier. Ben, c'est du blanc. Je vais aller dans le nuancier, menu fenêtre nuancier. Choisir de mettre un contour blanc. Voilà. Et alors, si on zoome sur la partie du singe qui est visible, on devrait voir qu'on a un contour blanc. Bien sûr, le singe est derrière l'arbre pour l'instant. C'est normal, il se prépare, il n'est pas encore habillé. Vous voudriez quand même pas voir un singe nu. Ah, bon, alors voilà. Alors, on va faire passer le singe au-dessus de l'arbre dans l'empilement des calques. Donc, je prends le calque, pas le tracé transparent, mais le calque qui contient le tracé transparent. Et je vais aller le placer au-dessus du calque de l'arbre. Attention, ceci n'est pas au-dessus du calque de l'arbre. Ici, oui, c'est ce que je disais. Oui, oui, voilà. OK. Au-dessus du calque de l'arbre. Vous voyez, j'étais en train de me gourer. Je prends la vignette, je le mets au-dessus du calque de l'arbre. Voilà. C'est plus facile quand on ferme tout, en fait. Hein, évidemment. Ne le mettez pas dedans, parce que techniquement, il peut aller dedans, et vous avez créé ce qu'on appelle un sous-calque. Non, on annule, si on a fait ça. On ne crée pas un sous-calque. On va prendre le calque et le monter au-dessus. Donc pas comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà. Et le singe est au-dessus. Et quand on clique à côté, on voit la silhouette du singe. Bien. Et on peut même demander maintenant de masquer le damier de transparence. Menu affichage, masquer le damier de transparence. Comme ça, on a un fond blanc. Ce sera ça qu'on obtiendra quand on imprimera. Ok. Alors, vous avez vous avez peut-être le document derrière qui n'est pas assez grand. Est-ce que je vais réduire le singe et l'arbre? Je pourrais les sélectionner tous les deux, les réduire ensemble. Oui, c'est une solution. En les sélectionnant tous les deux, je fais un commande A. Je vous rappelle que les autres calques, le backup et le singe ici étant verrouillés, ils ne se sélectionnent pas. Donc, je fais un commande A. Je vais utiliser l'outil de... Oui, je pourrais utiliser le cadre qui est là autour. Mais au fait, ce cadre qui apparaît quand on sélectionne les objets, il me dérange. Je vais l'enlever de l'affichage. Affichage, masquer le cadre de sélection. Parce que moi, je préfère sélectionner des objets et ne pas voir ce cadre qui apparaît à chaque fois autour. Donc, affichage, masquer le cadre de sélection. Vous ne voyez plus ce cadre de sélection, sauf quand vous voulez vraiment l'utiliser, c'est-à-dire en activant l'outil transformation manuelle. Touche majuscule, je redimensionne. Pourquoi majuscule? Parce qu'il faut garder les proportions. Donc je lâche la touche majuscule après avoir lâché le bouton de la souris, quand je redimensionne comme ça. D'accord? Donc je répète un peu pour ceux qui veulent. Quand on sélectionne les objets, je ne vois plus le cadre parce que je suis allé dans affichage et je demandais masquer le cadre de sélection, à ne pas confondre avec masquer le contour de sélection. Ça va m'empêcher de voir les petits points. Et il faut que je continue à voir les petits points pour montrer que les objets sont sélectionnés. Donc, c'est affichage, masquer le cadre de sélection que j'ai fait. Et quand je veux redimensionner, je passe à l'outil de transformation manuelle et touche majuscule. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Alors, tant qu'on y est, encore un problème dans Illustrator. Si vous activez cet outil ici, qui se trouve juste en dessous de la transformation manuelle,
vous avez la perspective qui arrive. Alors, et pour vous en débarrasser, ben vous allez changer d'outil, sauf que ça ne marche pas. Alors l'astuce pour se débarrasser de la perspective qui apparaît là, qui ne va pas nous servir ici, c'est de revenir sur l'outil perspective, et vous avez un petit gizmo ici avec une petite croix. Vous le fermez comme ça, voilà. Bon, ben c'est déjà une illustration en soi. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que ça c'était une solution de redimensionner vers le bas, mais on aurait pu les garder grands comme ça et agrandir plutôt le plan de travail. Bon, ben je vous montre ici, en activant l'outil plan de travail. On voit qu'on est à 297 mm de largeur, 210 de hauteur. D'accord ? Et on peut prendre les poignées et agrandir manuellement. Ok, on a modifié la dimension. Maintenant, je suis à 385 sur 363. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ce n'est qu'une référence, le document. On l'a dit tout à l'heure. Dans Illustrator, le plan de travail derrière, ce n'est qu'une référence visuelle. On termine les choses dans InDesign de toute façon. On termine les choses dans InDesign de toute façon. Alors, pour quitter la manipulation du plan de travail, il faut quitter l'outil plan de travail en repassant à la flèche noire, par exemple. Donc les deux solutions sont bonnes. Je pense que agrandir le plan de travail est une meilleure solution parce que quand vous réduisez les objets, ça peut modifier un peu leur aspect dans certains cas. On y reviendra plus tard, mais privilégiez plutôt la deuxième option qui consiste à augmenter le plan de travail. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous avez votre arbre et votre singe qui sont sur une feuille blanche comme ça. Je termine en activant le singe. Là, je peux y aller avec la flèche noire parce que c'est le seul objet, là. Il n'est plus avec ces petits points, ces petits trucs blancs autour. Je veux dire, ces zones qui étaient en trop tout à l'heure, il fallait utiliser la touche, la flèche blanche, mais ici, non. C'est un objet, un tracé transparent. Il est sélectionné. Et je vais aller faire apparaître la palette de contours. Menu fenêtre, contours. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que la palette de contours est super simple. Il suffit d'augmenter le contour ici. Sauf que non, c'est pas une bonne nouvelle. Je rigole, parce que quand on affiche les options, il y a plein d'options. Voilà, donc Illustrator est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour arriver déjà à maîtriser les pointillés ici. Et dans Illustrator, on verra qu'on peut multiplier aussi les contours, les mettre les uns sur les autres, etc. Il y a un petit exercice intéressant qui consiste à faire un espèce de lacet. Un lacet qui passe sous le tissu, qui repasse par-dessus, etc. automatiquement. Avec l'aspect, c'est ça, en faisant des contours multiples, certains contours qui sont des petits points, des trous, et d'autres contours qui sont les lacets. Bon, ben ça, c'est pour dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est techniquement assez puissant quand même Illustrator. Alors, mais ça reste pour faire du graphisme, bien sûr, on ne fait pas des choses... Enfin, quoi que si, avec les dégradés... avec les dégradés nouveaux, là, enfin nouveaux, on arrive à faire des choses hyper réalistes, on y reviendra si vous voulez, on en parlera un peu. En tout cas, dans les options du contour ici, il y a un truc intéressant, c'est que pour que la silhouette du singe ne soit pas modifiée visuellement, il faut absolument mettre le contour soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Parce que si on garde le contour à cheval sur le bord, eh bien ça modifie la silhouette du singe. Par exemple, la queue ici, on voit qu'il y a un truc, il y a une sakoué qui est une vanin, comme on dit en wallon. Tandis qu'à l'extérieur, bon, elle disparaît complètement, mauvais exemple, sauf si je diminue l'épaisseur, bien sûr, comme ça. Mais je la mettrai plutôt à l'extérieur, et je peux mettre l'épaisseur que je veux. Voilà. Mettez le contour à l'extérieur et vous obtenez donc déjà une première illustration. Alors bien sûr, la branche, tout ça, il faut retravailler éventuellement. Ce sont des choses à retravailler. Mais c'est un exemple d'illustration en une couleur où on peut faire des choses. Voilà.
Ben, vous voulez qu'on travaille la branche? Oui, on va travailler la branche. Hein. Vous allez verrouiller l'arbre. Est-ce que vous avez le singe qui est comme ça, vous le voyez? Verrouillez le travail temporairement sur l'arbre. Vous pouvez le garder affiché, bien sûr. Mais en tout cas, on ne travaille plus sur l'arbre. Vous allez prendre la flèche blanche et vous allez cliquer à côté du singe. Et on va passer en affichage par tracé. On va mieux voir les choses si on passe en affichage par tracé. Ben oui, de temps en temps, il faut y passer. D'accord, on est d'accord, vous avez verrouillé le travail sur l'arbre, vous êtes passé en affichage par tracé. Vous avez la flèche blanche, vous avez cliqué à côté de tout, vous englobez les points de la branche ici. Touche suppression. Les autres points se sont tous sélectionnés, il ne faut pas appuyer une seconde fois sur la touche suppression, sinon le singe va partir. Je clique à côté, j'englobe à nouveau, touche suppression. Voilà, je clique à côté, j'englobe à nouveau, touche suppression. Je clique à côté, j'englobe à nouveau, touche suppression. Et voilà. Et il va falloir redessiner les mains du singe qui sont en train de poigner une branche imaginaire dans l'arbre. Est-ce que ça a été pour supprimer la branche? Bien sûr, on aurait pu travailler l'image dans Photoshop en dessinant en blanc au pinceau dessus avant de la vectoriser. Ça marche aussi, hein, pour supprimer la branche. Ok, je vous montre alors maintenant. Bon, alors je vous montre ça, la plume. Vous n'avez peut-être pas encore étudié la plume. Avec la flèche blanche, je clique sur une extrémité du tracé ici. Je vois une poignée de tangente et un point d'ancrage qui est carré. Les poignées de tangente, elles sont rondes. D'accord? Donc avec la flèche blanche, je clique sur une extrémité du tracé. Puis, avec la plume, ne faites pas, vous allez le faire après. Je vais m'approcher du point d'ancrage, là. Ne faites pas comme les étudiants pensaient que ceci est un point d'ancrage. Il est marqué que c'est une poignée. Non, c'est là le point d'ancrage. Je clique. J'ai indiqué que je vais continuer ce tracé-là. Et sans enfoncer le bouton à souris, je vais aller faire des cliquer glisser comme ça pour faire des courbes. Et vous essayez d'avoir à peu près la forme d'un singe. Les mains d'un singe à peu près, voilà. Et je reviens sur le point de l'autre côté, cliquer glisser, et voilà. Et évidemment, avec la flèche blanche, par la suite, on peut aller cliquer à côté et revenir sur le point et le bouger. Avec la flèche blanche, ça sert aussi à ça, la flèche blanche. Voilà, même englober plusieurs points, les bouger. Donc techniquement, c'est comme ça que ça marche Illustrator. Vous démarrez d'une image, mais vous pouvez bien sûr l'adapter de plein de manières différentes. Alors, je ne vais pas en dire trop ici parce que c'est le début. Et je pense qu'on a déjà vu énormément de choses ici. Déjà, rien qu'avec ça, il y a possibilité de faire des illustrations en démarrant de choses qui se trouvent sur le web. Ok. Peut-être que finalement, le truc qui relie les deux mains, là, c'est pas nécessaire. Donc, je vais sélectionner un point, touche suppression, je clique à côté, je resélectionne un point. Non, le segment ici, je vais sélectionner le segment cette fois-ci, touche suppression, voilà. Et puis, avec la plume, je vais aller indiquer que je continue de tracer là, et qui continue là, que je le continue là, et qui continue là. Enfin, vous voyez, on s'adapte. Et finalement, en affichage aperçu, voilà ce que ça donne. Et on pourrait faire plein de petits singes comme ça, les dupliquer. Alors, au niveau de l'affichage aperçu, quand vous êtes en affichage tracé, ça vous propose deux aperçus si votre carte graphique est valable. Soit utiliser les processeurs de la carte graphique, le GPU, soit utiliser le processeur central de l'ordinateur. Si vous avez une carte graphique avec des processeurs pour venir en support avec Illustrator, une carte graphique compatible Adobe, eh bien, vous choisissez aperçu GPU. C'est mieux, c'est plus rapide. Sauf que parfois ça foire, il faudra repasser en CPU. Mais ça, vous le verrez tout de suite quand ça foire. Ok. Bon, ça a été vite, mais c'est la fin et vous aurez la vidéo. Je repasse donc en affichage aperçu GPU ici. J'ai la possibilité de déplacer, une fois que je le sélectionne, le singe, je le déplace avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt. Et ça me fait des copies de singes que je peux redimensionner pour en avoir des petits et des gros. Voilà, etc. Je n'en dis pas trop ici parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites en plus, mais je ne vais pas en dire trop. Ce n'est que le début de Illustrator.
Voilà. Et si vous voulez tourner, c'est objet, transformation, miroir. Miroir vertical. OK. Et voilà, on a deux singes en train de s'amuser, les petits dégueulasses. Ah, petit problème ici. Ok, sélectionner avec la flèche noire. Transformation. Agrandir. Ok. Voilà, et bien ça permet de faire des choses amusantes. Ok? C'est pas mal, c'est des débuts d'illustration, ça, hein, c'est des trucs d'artistes, hein, c'est de graphistes. Hein. Ce système de l'encoche, parce que c'est ça qu'on fait. Quand je positionne un singe avec un contour blanc par-dessus une forme noire, je fais des encoches. Et c'est graphique directement, c'est pas mal.